Bonjour à toutes et à tous, quel bonheur de vous retrouver. Un nouveau jour s'élève, nous sommes bien sûr aujourd'hui mardi et nous avons tout le plaisir de vous accompagner tout au long de cette matinée. Vous le savez, l'émission c'est 5 sur 7 matin. Nous sommes ensemble jusqu'à 8h45 et nous gardons toujours le sourire, rien que pour vous servir, rien que pour votre plaisir. C'est Damien Ricardo Laïpekou, bonjour. Bonjour Serge Senandé Ayaka, mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, bien bonjour, vous le dites si bien, nous gardons toujours ce sourire, oui, cette bonne humeur pour vous, mesdames et messieurs, amis téléspectateurs. Vous le savez, 5 sur 7 matin pour nous, c'est toujours un plaisir, un énorme plaisir de vous servir cette matinale à laquelle vous avez droit sur la télévision nationale. C'est du lundi au vendredi et pour nous, ce sera toujours un énorme plaisir, oui, un énorme plaisir de rester en votre compagnie. Nous le savons, vous aimez cette matinale et pour nous, nous n'aurons de cesse de vous donner la bonne humeur par ici. Allez, nous sommes mardi, vous le savez, comme tous les mardis par ici, nous parlons essentiellement santé et environnement. Et aujourd'hui, au forum de discussion, nous nous intéressons, mesdames et messieurs, à un sujet très important. Vous le savez, le droit à la terre et à l'eau pour le paysan est une condition, est nécessaire justement pour le développement d'une nation. Et pourtant, il y a cet accaparement qu'on observe au niveau donc des terres et notamment de l'eau, danger, je dirais, pour les paysans, pour le développement de notre pays. Aujourd'hui, nous nous intéressons essentiellement, Serge Senandé Ayaka, à ce sujet. Bien sûr, c'est un phénomène mal connu, l'accaparement des terres et ses implications pour les populations. Nous allons pouvoir nous pencher aujourd'hui suffisamment sur le sujet. Et vous le savez, nous faisons toujours le débat avec vous, avec une question que nous vous posons. Et aujourd'hui, elle a rapport avec ce sujet de l'accaparement des terres. Dites-nous simplement, face au phénomène grandissant de l'accaparement des terres, comment, selon vous, protéger les populations locales du pouvoir des plus puissants? Face au phénomène grandissant de l'accaparement des terres, comment, selon vous, protéger aujourd'hui les populations locales du pouvoir des plus puissants? Oui, c'est la question que nous vous adressons ce jour, une question à laquelle vous pouvez répondre sur nos divers canaux de communication. Vous les connaissez, ils sont d'ores et déjà ouverts. C'est Facebook, c'est Twitter, mais c'est également WhatsApp, le 61 19 88 88, le 61 19 88 88. Face au phénomène grandissant de l'accaparement des terres, comment, selon vous, protéger les populations locales du pouvoir des plus puissants? Et puis aujourd'hui également, nous vous emmenons à la découverte de l'écologie des éléphants et des grands carnivores. Restez simplement en notre compagnie avec l'invité de William Yemalin-Choki. Vous en saurez davantage sur l'écologie des éléphants. Qu'est-ce en réalité? On vous en parlera. Et puis, on vous l'a dit, c'est aujourd'hui mardi et c'est aussi le mardi de la santé. Oui, mardi de la santé et aujourd'hui, il sera question avec Angela Pedia et son invité de parler de l'épidémie de césarienne en Afrique. Oui, nous verrons, nous allons scruter justement ce domaine pour vous parler des causes et des solutions de ce phénomène-là. Et puis, dans Écho de nos communes, nous vous emmenons aujourd'hui à la découverte de ce qu'on appelle désormais les villes intelligentes. Qu'est-ce en réalité? On aura l'occasion d'en savoir davantage avec une conseillère volontaire de SACO. Elle nous en dira suffisamment sur les villes intelligentes et comment on appuie justement les communes du Bénin à devenir des villes intelligentes. Et puis dans la troisième partie, ne l'oubliez surtout pas, nous allons pouvoir essentiellement nous consacrer donc aux nouvelles sportives et à la revue de presse. 5 sur 7 matin, bienvenue à tous.
Et nous voilà donc de retour juste après le bulletin météo. On enchaîne rapidement avec les nouvelles de ces dernières 24 heures. C'est le flash d'information, une compilation réalisée par Nicanor Kovi. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce flash que nous entamons par le département des Collines. Au cours d'une rencontre organisée à Glazoué, les militants du MEFBEM, mouvement d'entraide des femmes béninoises pour une émancipation meilleure, ont apporté leur soutien à Patrice Talon. Nous, femmes de MEFBEM, remercions le chef de l'État, le président Patrice Athanase Guillaume Talon, et les députés du BMP pour avoir permis à notre pays des réformes majeures sur le système partisan. Et c'est pour accompagner d'ailleurs cette noble vision que nous, femmes du MEFBEM, sommes réunies ce matin pour dire oui au progrès et pour affûter nos armes dans la conquête de tout l'électorat des femmes du Bénin en général et celui du département des Collines en particulier. Plus au nord, c'est Toukalale qui se dit derrière le président de la République. Allait porter à sa base la nouvelle de son adhésion au bloc de la dynamique républicaine. Le député Zimé Kora Gounou s'est fait le porte-voix des populations de la localité qu'il dit en bonne intelligence avec le PAG, la réforme du système partisan. Moi, Kora Gounou Zimé, je tends la main à tous les fils et filles de Kalale pour qu'ensemble nous puissions gagner dans la mise en œuvre du PAG du président Patrice Talon. Pendant ce temps, la préfecture de Parakou, le directeur général de la Société béninoise d'énergie électrique, était à l'écoute de la clientèle du département du Borgou. Mis au fait des difficultés des uns et des autres, Laurent Tossou s'est voulu rassurant, notamment sur la question des raccordements au réseau électrique. Beaucoup d'études à réaliser et beaucoup de corrections à apporter pour que les localités soient progressivement raccordées au réseau. Mais je peux vous assurer que le travail est vraiment en cours et avancé pour que d'ici quelques semaines, tout le monde soit raccordé au réseau. Enfin, à Cotonou, d'importantes recommandations sont attendues de la conférence internationale sur la relance de l'éducation physique et sportive dans les ordres d'enseignement des pays membres de la francophonie institutionnelle. Ouverte lundi 26 novembre, cette rencontre se tient à l'instigation conjointe de la conférence des ministres de l'éducation nationale Confénem et celle des ministres de la jeunesse et des sports Conféges de l'Organisation internationale de la francophonie. Je voudrais vous prier tous, dès maintenant, de faire en sorte que, à l'issue des réflexions que nous allons conduire ici pendant les quelques heures qui nous rassemblent, le plus important soit consigné dans la déclaration de Cotonou, dans le plan d'action, et que ce plan d'action soit porté par chacun de nous auprès de son institution, auprès de son gouvernement, auprès des populations et communautés de notre espace francophone, pour que nous ayons une raison d'être. Fin de ce flash. Merci de nous avoir suivis et à demain. Merci à vous, Nicanor Kovi. On vous retrouve donc demain pour un nouveau flash d'information. La suite de 5 sur 7 matin. Dans un instant, nous allons pouvoir, mesdames et messieurs, revenir vous donner lecture donc des unes des quotidiens parus et parvenus donc ce jour à notre rédaction. C'est bien la revue des titres. Ensuite, suivront les paroles de sages et puis un rappel de la question du jour. Mais avant tout ceci, nous marquons une courte pause, le temps de voir si tout est prêt de l'autre côté. On vous revient juste après. Pour nous, le droit à la santé, c'est avoir une alimentation saine et équilibrée pour les personnes vivant avec le VIH. Pour moi, le droit à la santé, c'est mettre fin à la transmission du VIH-Sida de la mère à l'enfant.
Pour moi, le droit à la santé, c'est rendre disponible et faciliter l'utilisation du préservatif. La musique béninoise ne s'exporte-t-elle pas? Pourquoi elle n'est pas autant diffusée que la musique nigériane, la musique ivoirienne? Vous avez parlé, par exemple, de la notoriété. Est-ce un critère suffisant pour ne pas diffuser un artiste qui a du talent, par exemple? Bon, je pense qu'il y a aussi une approche d'expertise, de professionnalisme dans le domaine qui est un peu en retard par rapport à d'autres pays, mais il y a des gens au Bénin qui commencent à être performants. Maintenant, il y a encore du travail pour un accompagnement dans le temps, parce qu'il faut quand même pouvoir enchaîner des hits régulièrement. On a eu quand même Divi Dobo qui avait réussi cette performance-là à l'international. Porteuses du VIH mènent aujourd'hui une vie longue et productive, pourquoi la maladie reste-t-elle taboue? Pourquoi est-ce si difficile de parler quand on est séropo et encore plus quand on est en phase sida? Non. Annoncer sa séropositivité à un proche est souvent source d'angoisse. Qui doit le savoir? Qui va vous accepter sans vous juger? Qui vous aime et vous estime? Qui respectera votre vie privée? Le fait que beaucoup de patients ne parlent pas fait qu'on voit seulement une partie de la chose. Parce qu'en réalité, la majorité de nos patients sont traités, ils ont des médicaments qu'ils supportent, ils vivent une vie normale et ils n'ont pas envie du tout de s'occuper du VIH, de témoigner en public, etc. Ce n'est pas tellement plongé dans le silence dans le sens qu'ils n'osent pas, mais... Retour sur ce plateau donc après cette pause qui justement nous permet de retrouver la une des quotidiens parus et parvenus donc ce jour à notre rédaction. C'est la revue des titres. Nous allons pouvoir démarrer cet exercice par le journal du service public, le quotidien La Nation. La Nation aujourd'hui qui s'intéresse à sa manchette, à la télévision numérique terrestre. Alors où en sommes-nous concrètement? Le journal nous apprend que le Bénin est à l'ultime étape de concrétisation de la TNT, la télévision numérique terrestre. Et puis, autre titre également à lire à la une du journal du service public, Action pastorale. Le diocèse de Porto Novo lance son plan stratégique, nous apprend le journal La Nation. Et puis La Nation également qui revient donc sur cette grosse actualité que nous avons eu le temps d'aborder ici hier sur nos plateaux, ayant trait donc à la restitution de biens culturels par la France. Nous sommes prêts à recevoir les trésors nationaux. Alors, qui l'a affirmé, qui l'a dit? Lisez la page 9 du quotidien du service public, le journal La Nation, pour en savoir plus. Et puis, semaine de l'inclusion financière dans l'UEMOA pour l'insertion des couches défavorisées dans le système économique. Un autre quotidien. Le matinal Boulevard législative 2019 entend vers une rude bataille dans la 19e. Auguste Videgla, les positionnements ne poseront pas de problème, selon lui. Restitution des biens culturels, la diplomatie offensive de talent est en marche, affiche aujourd'hui le matinal. Matin Libre s'intéresse aux perspectives des législatives de 2019 et une question, qui sera finalement pour Mbedi? Eh bien, c'est la question que se pose aujourd'hui Matin Libre. Qui sera finalement pour Mbedi? Des jours sombres en vue, selon le journal, pour le groupe parlementaire PRD à l'Assemblée nationale. C'est le journal
En tout cas, qu'il écrit. Et puis, autre titre, toujours à la une du journal Matin Libre, qui revient donc sur la réaction du camp d'Ossouyovo suite donc au communiqué de Marcel de Souza. Alors, les précisions sont à lire dans les colonnes du journal. Et puis, à la loupe, le journal Matin Libre qui se pose une question. Quel est l'échappatoire pour l'opposition aujourd'hui? L'opinion aujourd'hui, à l'épreuve de la réforme du système partisan, la mouvance joue sa survie et sa sincérité avec Patrice Talon, affiche en manchette l'opinion aujourd'hui. Grand retour des vestiges du royaume du Dan romain vers le Bénin, Macron et Talon s'engagent à réécrire l'histoire selon le journal. Le journal L'Économiste à présent, l'Économiste qui revient également sur la régulation donc, des communications électroniques et de la poste. C'est une mention honorable pour l'ARCEP Bénin, pense le journal L'Économiste. L'Économiste qui revient également sur cette actualité quant à la semaine de l'inclusion financière. La BCAO mobilise divers acteurs pour la semaine de l'inclusion financière, nous apprend le journal L'Économiste. Voilà, c'est tout donc pour cette première partie de la revue des titres des quotidiens paru donc ce jour. Nous allons pouvoir vous rappeler donc la question du jour avant de passer aux paroles de sages face au phénomène grandissant de l'accaparement des terres. Dites-nous simplement, selon vous, comment protéger les populations locales du pouvoir des plus puissants face au phénomène grandissant de l'accaparement des terres? Comment protéger, selon vous, les populations locales du pouvoir des plus puissants? Répondez à cette question sur Facebook ou sur notre compte Twitter ou encore via notre numéro WhatsApp, le 61 19 88 88, le 61 19 88 88. Et en parlant justement de l'accaparement des terres et de tout ce qui va avec, que nous dit-il, le sage? Aujourd'hui, il annonce Sam Borclac, c'est à lui que nous empruntons les propos. Il nous dit qu'il ne faut pas être étonné si la Terre se rebelle contre son colonisateur, l'humain. Il ne faut pas être étonné si la Terre se rebelle contre son colonisateur, l'humain, Sam Borclac, tout simplement. Ben ouais, c'est à lui que nous empruntons donc les propos de sage d'aujourd'hui. Allez, ceci nous amène à prendre maintenant la direction de nos communes. Écho de nos communes aujourd'hui qui vous emmène à la découverte des villes intelligentes. Qu'est-ce qu'il faut en savoir? Et puis, on en saura davantage, surtout sur cet appui de la communauté canadienne, bien sûr, envers les communes du Bénin. On va pouvoir en discuter tout de suite avec une conseillère volontaire SACO. Elle, c'est bien sûr Isabelle Nourri que nous allons recevoir tout de suite. Alors, les villes numériques et intelligentes, en réalité, que faut-il y comprendre? Nous allons pouvoir poser la question dans un court instant à Isabelle Nourri, qui est conseillère volontaire, appuie donc au renforcement des capacités des communes béninoises par le service d'aide canadien aux organisations SACO. Isabelle Nourri, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, merci. D'accord. Alors, dites-nous, SACO, le service d'aide canadien aux organisations, en réalité, quelle est sa mission concrètement? Oui, la mission de SACO est de participer au développement économique des différents pays, dont l'Afrique de l'Ouest. SACO existe depuis 1967. SACO, c'est 1200 conseillers volontaires, 50 000 affectations qui ont été faites jusqu'à maintenant en renforcement de capacité dans différents pays, dont l'Afrique de l'Ouest, l'Asie, l'Amérique du Nord, les Caraïbes. Donc, SACO est constitué, je dirais, de volontaires canadiens, plus précisément. Oui, seulement que de volontaires canadiens. Et ces volontaires-là ont des expertises dans différents domaines.
On peut parler du Quels domaine... sont ces domaines-là, par exemple, des domaines dans lesquels vous accompagnez les communes? Oui, les domaines de l'environnement, par rapport aussi à tout ce qui est les changements climatiques, la collecte des déchets, les infrastructures, le transport, tous les programmes également en matière d'égalité des hommes et des femmes, développement d'activités économiques pour favoriser l'autonomie des femmes. Et également différents domaines, le droit, la gouvernance, l'aide au niveau de la mobilisation des ressources financières, qui est souvent un des premiers axes qu'on travaille avec les communes avant d'entreprendre d'autres mandats volontaires avec eux. Donc, SACO est au Bénin depuis bien longtemps? Depuis 1967. Depuis 1967. On se rappelle tout de même que l'année dernière, c'était en 2017, vous avez accompagné la ville de Porto Novo dans la mise en œuvre d'un projet de ville intelligente. Qu'est-ce en réalité, en quoi consiste ce projet? Oui, le projet de ville intelligente visait à habiliter les gens de la mairie à pouvoir mettre en place une infrastructure pour offrir des services numériques aux citoyens. Le défi, quand on vient faire les mandats d'informatisation, c'est vraiment l'équipement, le réseau, la stabilité du Wi-Fi, d'avoir un réseau à l'interne et des équipements. Donc, c'est surtout de mettre en place aussi un projet, des appels d'offres, de donner les différentes étapes qui sont requises pour compléter, justement, pour arriver à cet objectif-là. Donc, notre mission, c'est quand on arrive, c'est de bien comprendre d'où on part pour pouvoir aller à l'objectif ultime. Dans le cas de Porto Novo, c'était beaucoup aussi de se doter d'outils à l'interne pour être capable, justement, aussi de commencer à communiquer de façon numérique à l'intérieur de la mairie pour être capable éventuellement d'offrir des services aux citoyens. Donc, c'était une base avec un projet. On peut aider, on accompagne, on fait des appels d'offres, on fait des plans de projet. On mentionne tous les équipements, les ressources matérielles, humaines, financières qui seront requises pour arriver. L'idée, c'est surtout aussi d'accompagner, de faire du coaching, du mentorat auprès des personnes locales pour qu'ils puissent continuer le travail par la suite. On offre également des services d'aide suite à nos mandats, parce que les mandats sont courts, les mandats sont effectués sur 10 jours. On offre un service d'aide à distance également pour poursuivre les mandats avec les gens, les acteurs locaux. D'accord. Alors, de 2017 à 2018, qu'est-ce que ça donne aujourd'hui de façon concrète sur le terrain à Porto Novo? Vous l'avez visité? Oui, je suis encore en contact avec des gens de Porto Novo. C'est surtout l'utilisation, comme je disais, d'outils locaux. Le défi, c'est de faire des investissements qui sont assez conséquents pour permettre la continuité au niveau numérique de l'utilisation de ces systèmes-là. Fait que l'objectif, c'était davantage aussi d'accompagner les gens pour qu'ils puissent y arriver. D'accord. Oui. Et puis, après Porto Novo, il y a eu également l'OCOSA, c'était toujours l'an dernier. Et puis, là, maintenant, vous êtes à Boikon pour une mission également. En quoi est-ce que ça consiste, la mission? Les deux missions, l'OCOSA et Boikon, sont similaires dans le sens que c'est des plans d'action de partenariat qu'on fait, de renforcement de capacité. Donc, on rencontre tous les partenaires locaux, chefs de service, conseillers et autres, pour déterminer avec eux sur la période du partenariat. Le partenariat avec l'Afrique de l'Ouest se termine en 2020. Il va en avoir un nouveau de 2020 à 2025. Donc, on détermine pour les 3 années restantes quels mandats vont être faits et quels conseillers volontaires vont travailler sur le terrain avec ces acteurs-là. Donc, on disait tantôt, il y a des préoccupations environnementales, des préoccupations au niveau aussi accès à l'égalité pour les femmes, développement économique. Et à Boikon, ce qui est de très intéressant, c'est l'instauration du guichet unique. Parce qu'on pense vraiment que ça passe par un mécanisme similaire dans d'autres communes, de pouvoir avoir ce guichet unique-là. Le guichet unique permet de répondre aux citoyens qui ont une seule place où aller. Fait qu'on finit là, d'aller d'un étage à l'autre, de chercher à qui on a affaire. On se rend à un seul endroit et à cet endroit-là, on peut obtenir tous les documents de nature civile, acte de décès, certificat de naissance, etc. Et tout le reste. Et également, ils ont allongé les heures, donc c'est possible d'y aller aussi le samedi matin de 9h à midi.
Donc, ça permet un accès plus grand aux citoyens, tu sais, sur semaine, qui sont occupés ou qui ont un travail. Et également, ils ont prévu un renforcement. Il n'y a pas de baisse. Des fois, on a les coupures d'électricité ici au Bénin où le réseau n'est pas toujours stable. Donc, ils ont déjà prévu des générateurs. Fait que même quand il y a des pannes d'électricité, tous les services sont fonctionnels et informatisés. Ça a permis, entre autres, de doubler les revenus de la commune. Fait que c'est une excellente façon aussi d'aller chercher... pas juste les revenus, mais également, ça permet d'augmenter le service à la population. Ouais. D'accord. Alors, est-ce que vous pensez quand même, de votre point de vue d'observatrice, est-ce que vous pensez qu'on peut arriver dans combien de temps à des villes intelligentes au Bénin? Dans nos communes, est-ce qu'elles pourraient devenir des villes intelligentes très rapidement? Je vous dirais, pour l'exemple de Boycon, ça m'a rassurée à savoir que oui, il y a possibilité de faire des choses, mais comme je vous dis, c'est vraiment en mettant les investissements conséquents du point de vue des équipements et du renforcement du réseau. Mais on peut voir avec l'instauration du guichet unique et de ses résultats à Boycon qu'il est fort possible de pouvoir rendre les villes du Bénin accès aux villes intelligentes, tout à fait. Alors, Isabelle Nourri, visiblement, vous êtes déjà intervenue dans plusieurs communes, et les autres communes qui n'ont pas encore bénéficié de l'aide de votre service, si réellement elles veulent bénéficier de cette aide-là, qu'est-ce qu'elles devraient pouvoir faire? Oui, en fait, toutes les communes peuvent communiquer directement avec le bureau local de SACO au Bénin, où 2 représentants sont à temps plein, des Béninois, qui travaillent pour SACO, pour la promotion de ces programmes-là. Et il est possible pour toutes les communes d'obtenir dès maintenant les services de SACO. Donc, il suffit justement pour sa commune de joindre directement le bureau de... Le bureau de SACO, oui, effectivement. Et puis, à terme, ce qui est souhaité, c'est de pouvoir avoir un partenariat. Il y a un partenariat qui est supposé se signer avec l'ANCB. De cette façon, ça va faciliter l'accès aux communes à tous ces services-là auprès de SACO. D'accord. Vivement donc que cet accord de partenariat soit signé entre SACO et puis l'Association nationale des communes du Bénin. Enfin, on compte sur le président de la NCB pour le faire, lui qui est toujours porté vers la coopération décentralisée et puis tout le reste, le développement à la base aussi. Merci beaucoup Isabelle Nourri d'être venue sur le plateau. On rappelle que vous êtes volontaire, vous êtes conseillère volontaire au service d'aide canadien aux organisations, le SACO. Isabelle, bonjour. Merci. Allez, à très vite. Alors, on vous parle maintenant de santé. Est-ce que vous êtes posé la question désormais de savoir pourquoi autant de césariennes? C'est à croire que c'est devenu une épidémie. Oui, c'est le thème utilisé d'ailleurs. Épidémie de césariennes en Afrique. Quelles en sont les causes et quelles solutions peut-on en trouver? Angela nous en parle avec le professeur Justin Lewis Denapo. Connaissez ça tout de suite. Et cette question, justement, qu'on se pose tous, pourquoi autant de césariennes? Parfois même, il y a certaines femmes qui ont peur d'aller à la maternité parce qu'elles ont peur, justement, de se faire césariser. Alors, finalement, c'est l'épidémie, quoi, il faut le dire. Alors, Angela Pédia, aujourd'hui, se propose... Il ne faut pas faire la roue. Il ne faut pas tomber enceinte. Sacré Angela, bonjour. Normalement, on ne peut pas pouvoir. Bon, bref. Allons-y. Bonjour Angela. Bonjour. Bonjour à vous. Serge, bonjour. Bonjour Angela, ça Franchement, va? vous êtes bien habillée aujourd'hui. Merci beaucoup. C'est pas dans la dentelle. Merci Angela, ça va et vous Ricardo également? a un beau sourire. Merci. Bon, c'est bon. Alors, je voudrais commencer à remercier le Créateur pour nos vies respectives. Mesdames, Messieurs, croyez-moi, j'ai du plaisir tous les mardis à nous parler de notre bien-être et de notre santé. Bonjour, bienvenue. Des études ont démontré que ces dernières années, le taux de césarienne pratiqué dans le monde a
quasiment doublé. On parle d'épidémie de césarienne et le phénomène est d'autant plus alarmant en Afrique quand on sait que quelques années plus tôt, l'accouchement par voie basse a été privilégié. Avec le professeur Justin Lewis-Denako, chef service de la CUGO, la clinique universitaire de gynécologie et d'obstétrique du CNHU de Cotonou, nous en discutons. Bonjour. Bonjour Angela. Bonjour M. Serge et M. Ricardo. Bonjour professeur. Alors, d'emblée, on va parler de la césarienne, donc on va commencer à la définir et vraiment à parler des indications. Dans quel cas on devrait pratiquer la césarienne? Mais d'abord, vous allez nous définir ce que c'est que la césarienne. La césarienne, c'est un mode d'accouchement, c'est une façon d'accoucher. Mais c'est un accouchement artificiel qu'on réalise après l'ouverture chirurgicale de l'utérus. Cela suppose que sous anesthésie, qu'elle soit loco-régionale ou générale, on va procéder à l'ouverture du ventre, tomber sur l'utérus, l'ouvrir lui-même pour extraire l'enfant. Et refermer aussi dans le même sens. Alors, Ricardo parlait tout à l'heure de la peur de certaines femmes. C'est vrai qu'il y a quelques années, on en avait effectivement vraiment peur. Et on nous parlait des indications pour nous apaiser. On disait que c'était pour sauver la mère et ou l'enfant. Alors, vous allez nous parler justement de ces cas-là où on doit forcément pratiquer la césarienne, des indications, disons. Oui, la césarienne a des indications médicales. Elle ne doit avoir que des indications médicales. Le reste, ça rentrerait dans le registre des abus. Si on ne réalisait pas la césarienne, au moins 10% des femmes qui accouchent présenteront des complications graves qui vont aboutir au décès. Aussi bien la mère, le fœtus et le nouveau-né. Donc la césarienne, elle est nécessaire. On la réalise pour plusieurs indications qui peuvent relever de la mère et aussi du fœtus, parce que quand il n'est pas sorti, il n'est pas encore nouveau-né. Si je prends la mère, une maladie maternelle comme une maladie cardiaque, une maladie respiratoire, qui contre-indique les efforts de pousser au cours d'un accouchement. On ne va pas la laisser accoucher par voie basse, au risque d'avoir un décès maternel donc au cours de l'accouchement. Il y a d'autres indications liées à la mère, comme par exemple ce qu'on appelle la prééclampsie, donc l'élévation des chiffres tensionnels au cours de la grossesse. C'est femmes qui prennent du poids avec beaucoup d'œdème. C'est une maladie extrêmement fréquente au cours de la grossesse et qui peut se solder par des complications qui tuent la femme et le fœtus. Il s'agit par exemple vous connaissez la crise éclamptique où ces femmes se mettent à convulser, ou alors le placenta qui va se décoller. Le placenta ne peut pas se décoller avant, ou ne doit pas se décoller avant l'expulsion du fœtus. Ça, c'est extrêmement grave. Si se décolle alors que l'enfant est à l'intérieur de la cavité utérine, les ponts sont coupés entre lui et la mère, et c'est le décès fœtal. Et secondairement, la mère va succomber. Donc ça, c'est des indications liées à la mère. Il y en a plusieurs. Je cite quelques-unes. Mais du côté du fœtus, il faut prendre plutôt l'œuf. Il faut considérer l'œuf lui-même. Et quand je dis œuf, c'est le fœtus, c'est le placenta, c'est le liquide dans lequel l'enfant se trouve, le liquide amniotique, c'est le cordon et aussi ce qu'on appelle les membranes. Toute anomalie qui intéresse l'un ou l'autre de ces éléments constitutifs de l'œuf peut être une indication de césarienne. Si je prends le fœtus, s'il est trop gros, un fœtus qui fait 4 000 grammes ou 5 000 grammes de 5 kilos, donc ces dimensions seront incompatibles avec le bassin maternel et donc on sera amené à faire une césarienne. Sinon, c'est des complications graves. Vous prenez par exemple toujours le fœtus. Vous savez que normalement l'accouchement se fait la tête première. Dans certains cas, ça se fait à ce qu'on appelle rebrousse-poil. Et il est dit dans le jargon populaire qu'il ne fait pas bon de venir au monde à reculons. C'est-à-dire les fesses en première position, en siège, ce qu'on appelle à gauche ou à gauche. Et donc, si dans la plupart des cas, surtout chez la femme qui va accoucher la première fois, si le fœtus se trouve dans cette position, on va recourir beaucoup plus à la césarienne parce qu'après, ce qui va se passer, nous, on voit ça tous les jours, pour ceux qui ne connaissent pas l'obstétrique, où la tête est retenue au dernier moment. Donc, tout le corps sort et la tête est là-bas, très haut situé. Les enfants succombent. En privé, je ne dis pas en privé, je ne stigmatise personne. Pour les personnes qui ne sont pas qualifiées à le faire, ils vont se mettre à tirer, jusqu'à créer ce qu'on appelle la détronculation du fœtus. Laisser la tête
à l'intérieur là-bas. Et puis, il y a ce que vous appelez la souffrance fœtale. Ça aussi, c'est une indication fœtale liée au fœtus. Le fœtus ne supporte plus les contractions utérines parce qu'au cours de la contraction utérine, c'est comme si on vous dit, vous, de vous pincer le nez, de fermer la bouche pendant 2 ou 3 minutes. Si vous n'avez pas fait des exercices comme certains champions d'apnée, c'est clair que il va succomber. Donc, c'est l'une des principales indications de la césarienne, la souffrance fœtale aiguë. Et vous êtes mon professeur, donc je sais que vous avez dit qu'il y a quand même des césariennes en urgence et d'autres qui sont programmées. Tout à fait. C'est ça. Oui. Alors, quels sont les chiffres quand on fait un peu une étude comparative du nombre de césariennes pratiquées en Afrique il y a quelques années et aujourd'hui? Effectivement, les taux ont évolué. On a l'impression qu'il y a une inflation des taux de césarienne. Et c'est justement ce que dénonce l'Organisation mondiale de la santé en parlant d'épidémie de césarienne. Mais quand on pose les problèmes ici, on a l'impression que c'est seulement en Afrique. Non, c'est un problème mondial, beaucoup plus important dans les pays développés. Mais parlons de l'Afrique et du Bénin en particulier. Les moyennes nationales sont faibles. Si vous prenez les moyennes nationales, elles ne sont pas élevées pour parler des taux de césarienne. Par contre, à l'intérieur d'un même pays, il y a des disparités. Je vous donne un exemple. En fonction du niveau de soins de la pyramide sanitaire, les taux vont varier. Je donne l'exemple du CNHU ou du CHU Mère-Enfant Lagune de Cotonou. Vous avez fait les deux. Voilà, exactement. Donc, les taux de césarienne sont élevés là-bas pour des raisons évidentes, parce que c'est des centres qui concentrent des pathologies liées à la grossesse. Donc, les grossesses à risque. Et si vous c'est les derniers recours. Exactement, c'est les derniers recours. Donc, forcément, vous aurez plus d'indications à faire la césarienne. Mais quand même, c'est trop. C'est trop parce que, je vous dis, à la Cugo, ça avoisine 50%. Depuis que j'ai pris la tête du service il y a 1 an, tous les matins, je suis connu comme le râleur du service parce que par rapport à certaines indications... C'est-à-dire que dites ça, les indications ne sont pas là et puis en fait, non, ce n'est pas que les indications. Les indications, je trouve qu'on pourrait faire un peu plus d'efforts d'abord. Mais il ne faut pas aussi jeter le temps aux médecins. On va peut-être revenir là-dessus tout de suite. Les raisons qui poussent les gens à aller beaucoup plus oui, mais on a l'impression, dites-le, professeur, on a l'impression quand même qu'aujourd'hui, le personnel de santé, c'est-à-dire les sages-femmes et les gynécologues, préfèrent le confort de la césarienne. Ils ne prennent plus le temps d'accompagner la femme enceinte, parce qu'avant, quand même, la sage-femme, elle prenait le temps, elle avait des astuces pour l'aider à accoucher. C'est vrai qu'on parlait de matrone. Aujourd'hui, on a dit que c'est ça qui est surtout à la base de la mortalité maternelle. Mais quand même, est-ce qu'on ne pourrait pas faire plus d'efforts? Est-ce que ce n'est pas le confort que vous recherchez Pardon. Non, c'est vrai, il a été dit quelque part. Moi-même, je l'ai lu. On dit que ce n'est pas rapport au confort du médecin. Dans les CHU de Cotonou, je vous assure, ce n'est pas le cas. Ça, ce que vous venez de dire, ça applique bien aux confrères des pays développés. Parce que le taux de césarienne chez nous, au niveau national, c'est entre 15 et 20%. Mais en France, c'est entre 20 et 25%. En Allemagne, 36%. Et le pays qui bat le record dans le monde, c'est le Brésil. 50% des femmes qui accouchent au Brésil accouchent par césarienne. Donc, là, effectivement, tout le monde le sait, ce n'est pas rapport au confort du médecin, à la demande aussi de la femme, parce que certaines femmes, pour des raisons professionnelles, vont vous demander de faire la césarienne pour qu'elles puissent programmer de façon à ce qu'elles puissent reprendre leurs activités professionnelles. Oui, vous l'avez constaté, à la Cugo, aujourd'hui, c'est 50%. Oui, mais il y a des raisons objectives à cela. Si vous prenez la plupart des césariennes que nous on fait à la Cugo ou au Chumel, c'est des femmes qui sont évacuées. Cela veut dire que si le travail avait été fait en amont, correctement fait en amont, on n'aboutirait pas à ces indications. Voilà, ça pose aussi le problème de la formation des personnes qui interviennent. Tous ceux qui interviennent dans... Donc vous voulez reconnaître qu'il n'y a plus de compétences, c'est ça? Non, il y a des compétences pour faire la césarienne. Ce n'est pas ça qui manque au Bénin. C'est pas ça qui manque au Bénin, mais le problème, c'est l'accouchement, par rapport à l'accouchement. Oui, par rapport à l'accouchement. Par rapport à l'accouchement, vous savez qu'il y a des aides-soignantes qui font des accouchements, non? Vous savez, bon, heureusement,
les réformes du gouvernement vont essayer de mettre de l'ordre dans cette affaire-là, parce que quand vous recevez aux urgences des femmes qu'on a gardées pendant plus de 24 heures à souffrir, alors qu'on dit que le travail, le soleil ne doit pas se lever 2 fois sur le même accouchement. Alors, dans plusieurs pays africains, pour la réduction de la mortalité maternelle, on est passé donc à la gratuité de la césarienne. Et moi, j'ai comme l'impression, et ce n'est pas moi seule, j'ai comme l'impression que vous êtes chichement rémunéré par rapport à cette gratuité de la césarienne, c'est-à-dire quand vous posez l'acte, toutes mes excuses. Non, pourquoi vous... Non, je suis dans mon rôle, je veux comprendre. Oui, donc on a comme l'impression qu'il y a tout ça qui explique le fait que, bon, dans 2 ou 3 mouvements là, paf, on dit césarienne. Alors, vous savez, si un médecin doit arriver là après avoir fait bac plus 11 ans, doit se laisser aller aussi facilement, c'est ce genre de considération qui change de métier. Voilà, qui change de métier, c'est beaucoup plus simple ça. Non, en fait, la raison n'est pas celle-là. Et les gens ne sont pas plus rémunérés pour, oui, c'est ça. Si vous parlez du privé, d'accord. Mais si vous parlez du secteur public, ça fait partie de tes activités. Et moi, ce que j'observe même à la Pugo, ils ne sont pas trop motivés à aller faire césarienne. Hein. Parfois, il y a des cas qui arrivent, mais comme il faut le faire, il faut le faire. Non, la raison, les raisons sont ailleurs. Il y a aujourd'hui le médico-légal. On va vous dire, dans notre profession, dans la spécialité, il y a un principe important. On va vous faire peut-être le reproche d'avoir fait un césarienne en trop, mais on ne vous pardonnera jamais d'avoir laissé un enfant succomber parce que vous n'avez pas fait la césarienne, d'avoir laissé une mère mourir au cours du travail d'accouchement parce que vous n'avez pas pris la décision au bon moment pour aller extraire l'enfant. Donc, dans les hôpitaux du Bénin, le plus souvent, c'est pour des raisons profondément médicales. Mais je suis d'accord qu'il y a des abus par rapport aux indications, où on ne veut pas... Il y a cette peur-là du médico-légal. Il y a aussi... bon, vous dites, attends, les conditions ne sont pas réunies pour qu'elle accouche par voie basse. Il vaut mieux y aller plus tôt, alors qu'on pourrait effectivement faire l'effort. Quand vous êtes bien formé, que ce soit le médico-légal, que ce soit le stress lié à l'accouchement, parce que l'accouchement, c'est très stressant. Vous avez 2 vies à gérer. Et on ne le dit pas aussi, souvent très fort. Une femme qui est en travail d'accouchement est entre la vie et la mort. Et vous devez gérer ça. Tout le stress lié à ça peut conduire effectivement certaines personnes à des indications trop rapides de césarienne. Vous savez, aujourd'hui, le taux de diabète augmente, double et tout ça. Et les diabétologues parlent de notre changement de comportement. Oui. Bon, avant, on n'avait pas également, quand je reviens à votre spécialité, la gynécologie, vous conviendrez avec moi qu'on n'en avait pas beaucoup, on n'avait pas beaucoup de césariennes. Je ne suis pas encore convaincue des raisons que vous donnez. C'est-à-dire que je ne vois pas pourquoi aujourd'hui il y a autant de césariennes. Ah non, il y a des raisons objectives. Avant, parce que si vous n'êtes pas dans les statistiques médicales, si vous étiez dans les statistiques médicales, vous allez vous rendre compte que des gens mouraient beaucoup plus au cours du travail d'accouchement qu'aujourd'hui, bien sûr. C'est une réalité. Je n'ai pas comme l'impression que le taux de mortalité maternelle et néonatale dans notre pays a évolué depuis... Non, oui, vous savez, je suis très bien placé pour le dire. Ça baisse, mais le problème, c'est qu'on peut... Et nous sommes dans un même comité. Attendez, oui, je suis d'accord. La dernière fois, on a parlé... Même si c'est une seule femme qui meurt pendant les couches, pendant l'accouchement, c'est toujours douloureux. Personne ne doit accepter ça. Ça baisse, mais le problème, c'est que ça baisse trop lentement. On le regrette. Il y a 20 ans, c'était autour de 400, 700. Aujourd'hui, c'est autour de 300 et quelques. On ne peut pas dire que rien n'a été fait. Si, il y a des efforts qui ont été faits de partout, mais on doit déplorer le fait que, encore au Bénin, là, sur 100 000 femmes qui accouchent, que 350 meurent. C'est inacceptable. Je suis d'accord. Mais tout ça, si vous voulez diminuer le taux de césarienne, il faut un suivi prénatal de qualité. Qui dit suivi, je parle des consultations prénatales. Ça veut dire consultation prénatale régulièrement faite et par un personnel qualifié. Mais vous avez beaucoup de régions du pays où vous n'avez pas ça, en fait.
D'accord. Il y a une question de téléspectateur, on a encore 60 secondes quand même avant de vous laisser partir. Il évoque le nom d'une ville que je ne voudrais pas nommer. Il dit pourquoi là-bas le taux de décès des femmes césarisées est élevé. Oui, ça c'est le problème des complications liées à la césarienne. Il vaut mieux une femme qui accouche par césarienne court plus le risque, pas court parce qu'elle n'a pas toujours demandé, a plus de risque de mourir qu'une femme qui accouche par voie basse. Donc la conclusion c'est qu'il faut tout faire pour que les femmes accouchent par voie basse. Et si vous devez aller à la césarienne, c'est que vous êtes forcé de le faire pour justement éviter les complications. Parce que dans la réalisation de la césarienne, il y a des complications liées à l'anesthésie. Il y a des complications liées à l'anesthésie et liées aussi à l'acte. Elle peut saigner, elle peut mourir au cours de l'intervention. Et même dans les suites opératoires. Donc c'est la raison pour laquelle les indications doivent être bien posées. Moi j'ai quand même une dernière question avant que, si vous avez votre question, vous la poserez après. Puisque, voilà. Parlez-nous du prix IPAS de la Fédération internationale de gynécologie et d'obstétrique qui s'est déroulé donc à Rio de Janeiro. Comment ça s'est passé? Je sais que le Bénin avait été bien illustré à travers... Oui, je dois remercier le gouvernement et son chef qui nous ont permis de participer au congrès mondial de la FIGO, c'est la Fédération internationale de gynécologie et obstétrique. C'est vrai que j'ai été honoré, honoré le pays en décrochant le prix IPAS de la FIGO. En fait, c'est un prix qui est attribué à 10 gynécologues des pays de l'Amérique centrale, Amérique du Sud, Afrique, Asie et Europe de l'Est. J'étais heureux de recevoir ce prix au nom du Bénin. Félicitations. Merci d'avoir honoré le Bénin. Merci beaucoup. Félicitations et bravo. Bon, ça n'étonne personne d'ailleurs. Merci. C'est bien cela parce que les lauriers, vous en avez suffisamment récolté. J'espère que vous ferez en sorte, en tout cas, à la FIGO, qu'il n'y ait plus autant de césariennes. Parce que c'est vous-même qui attirez l'attention. Bien sûr, on se bat pour ça de toute façon. Voilà. Okay. Merci. Merci, professeur Denampo. Merci beaucoup, Angela. Merci à vous. Allez, à tantôt. Je ne reviens pas. C'est pas la guerre, non? Allez, juste après la santé, c'est le tour de l'environnement. On vous amène à la découverte aujourd'hui des grands carnivores et puis des éléphants. On nous parle d'écologie des éléphants. C'est tout de suite. Aujourd'hui, William Apollinaire Yemalin Tchoki se propose donc de nous parler de l'écologie des éléphants et des grands carnivores. William, bonjour. Bonjour Ricardo Luc Pécou. Bonjour Serge Senadé Ayaka. Voilà. Bonjour Yemalin. L'ivoire est beau si et seulement s'il est porté par l'éléphant. Cet adage fort simple et plein de sens nous amène dans l'univers de ces gros mammifères herbivores que l'on peut trouver en Afrique et en Asie. Ils sont d'ailleurs les plus grands animaux terrestres. On a parlé aujourd'hui avec un monsieur docteur, j'allais dire, si vous voulez, docteur Komla Aristiteou. Il est spécialisé en gestion de la faune, conseiller technique du programme de réserve biosphère transfrontalière W. Arlis Pendjari. Il est aussi spécialiste en écologie des éléphants et des grands carnivores. Bonjour monsieur Théo. Bonjour William. On parlera d'éléphants. Est-ce qu'aujourd'hui on pourrait dire que dans notre parc, la réserve de Pendjari, qu'on a aujourd'hui assez d'éléphants? Réserve de Pendjari, réserve de W, parce qu'il y a les Je deux. prends d'abord Pendjari. Oui, justement, ce qu'on a, l'effectif qu'on a n'est pas négligeable. On a environ 1700 selon les dernières estimations d'individus au niveau de la Pendjari seule. On dit que ces animaux sont des plus gros animaux terrestres. Alors, pour parler davantage de l'éléphant, c'est quoi l'éléphant? C'est vrai qu'on le voit géant avec l'ivoire. Bon, l'éléphant, comme vous l'avez dit, l'éléphant, ça c'est le plus gros des mammifères terrestres. Et puis, avec des spécificités, que vous connaissez, très grande taille, au moins un hauteur garrot, à 4 mètres. 4 mètres de hauteur. Oui, avec un poids de 4 jusqu'à 7 tonnes. 7 tonnes. Voilà. Il boit beaucoup et il mange beaucoup. On a dit que l'espérance de vie peut atteindre jusqu'à 70 ans. Oui. Pour l'éléphant. C'est réel. Ouais, pour l'éléphant, l'espérance de vie peut atteindre jusqu'à 70 ans. 70 ans d'homme, c'est ça? Oui. 70 ans. Janvier, décembre. Oui, jusqu'à 70 voilà, ans. 70 ans, oui. Bon.
Alors, l'éléphant dans une réserve, c'est quoi son importance? Qu'est-ce que ça apporte à la nature en général? Et merci, l'éléphant a son importance que les hommes ignorent. C'est ce qui a fait objet d'une thèse qui a été défendue la semaine passée. Justement. Pour situer le rôle de l'éléphant dans la dynamique des écosystèmes et des terroirs villageois autour de la Bendjari spécialement. C'est pour vous dire que l'éléphant doit avoir un milieu cadre et un milieu ressources. Et dans son milieu cadre, qui est souvent la savane, bien la forêt, il est un grand aménagiste. L'éléphant est un grand aménagiste. Il est un grand aménagiste. Et comment? Voilà. Parce que l'éléphant vous indique là où il y a les points d'eau. Son passage seul vous permet d'avoir des pistes, bien des sentiers. Il trace des sentiers qui permettent, qui facilitent l'écoulement de l'eau dans toute une réserve. Il ouvre des formations fermées. C'est-à-dire quand on est dans une grande forêt, bien on est dans une végétation très fermée au niveau d'une réserve. L'éléphant arrive là, l'éléphant ouvre, ce qui facilite l'émergence du fourrage pour les autres espèces. Et il augmente la diversité biologique d'une réserve. L'absence de l'éléphant aurait fait que si vous avez des antilopes, aujourd'hui à la peine on a pratiquement 11 antilopes. Mais si l'éléphant n'était pas là, faisait des ouvertures pour permettre de passer, les antilopes sont des brouteurs. Donc ils ont besoin de l'herbe. L'éléphant fait des ouvertures au niveau des formations fermées qui facilitent l'émergence des microphytes, des graminées données. Les mots sont un peu forts. Voilà, donc des graminées qui facilitent la nourriture, qui créent vraiment la nourriture pour les antilopes. Ce qui augmente forcément la diversité biologique d'une réserve. Okay. Alors son absence, vous imaginez, c'est ça que je dis, donc c'est ça, c'est un grand aménagiste. En quoi il est un grand aménagiste? D'abord, quand il passe, il chasse, il soulève les insectes pour tous les oiseaux, à part les antilopes. Donc, quand il passe dans les herbes, il fait soulever les insectes. Vous voyez son poids, entre 4 et 7 tonnes. Donc, son passage permet aussi à d'autres animaux de pouvoir avoir de quoi se nourrir. Pire, quand il y a la sécheresse, les points d'eau, l'éléphant avec sa trompe est capable de vous faire des poches d'eau. Il creuse et il permet d'avoir des poches d'eau. Ça facilite l'émergence d'autres espèces qui n'ont pas cette capacité de creuser, de forer. Je l'appelle, c'est pourquoi c'est un aménagiste. Donc je parle de forage, donc il fait des forages. Donc il fait des poches d'eau. Donc c'est là son importance. Donc il faut beaucoup protéger. Vous avez aussi dit que l'éléphant modifie positivement les espaces pâturés, c'est vrai, vous l'avez dit, et contribue à mettre à la disposition d'autres herbivores des ressources fourragères. Vous l'avez dit par exemple pour les antilopes. Voilà. Alors, est-ce que l'éléphant est un animal très dangereux? Non, l'éléphant n'est pas un animal très dangereux. Ça suppose qu'il est dangereux. Nous côtoyons l'éléphant depuis 1994 et nous savons de quoi nous parlons. L'éléphant il est devenu un de vos amis? L'éléphant est devenu, absolument, ils sont devenus tous mes amis. L'éléphant est très social, il n'est pas dangereux. L'éléphant, comme toute espèce animale, ils ne sont pas dangereux. En fait, c'est quand l'homme va agresser, comme vous aussi, quand un voleur vient chez vous, vous agressez, vous réagissez. Si vous êtes en position de réagir, si vous avez la force de réagir, donc c'est tout. Donc l'éléphant n'agresse même pas. L'éléphant ne charge pas l'éléphant chasse seulement quand il est en position de danger. Il n'y a pas une pression anthropique, c'est ça, c'est les hommes, nous les hommes qui cherchons toujours. Parce que l'espace de l'éléphant, quand nous agressons l'espace, et il est en présence de cette agression, il y a un conflit qui naît. Et là, forcément, donc c'est ça. Qu'est-ce qui peut provoquer, ou qu'est-ce qui peut être un danger pour l'éléphant, par exemple? L'éléphant n'a pas de prédateur. Le seul danger que l'éléphant, c'est les hommes. Le danger de l'éléphant, c'est les hommes. Comment? Par rapport au fonds agricole qui occupe son espace vital et par rapport au braconnage, la chasse illégale qu'on appelle braconnage. Sinon, l'éléphant n'a pas d'ennemi. Mais souvent, je me rappelle quand j'étais petit, on dit que c'est vrai qu'on ne peut pas tuer l'éléphant, mais seulement une fourmi peut tuer l'éléphant. C'est vrai cela? Bon, ça c'est là, comme tout, vous avez dans la trompe de l'éléphant, ça c'est ça qu'il essaie à tout faire. Ouais. Donc c'est ça avec la trompe qu'il essaie de boire, c'est avec ça qu'il prélève de la nourriture pour mettre dans sa bouche pour manger. Et c'est avec ça qu'il chasse les insectes nuisibles tout autour de son corps. Et là, si vous surveillez vous-même qui êtes là, si jamais une fourmi entre dans vos narines et vous pique, je vois la réaction.
Ça, c'est Ouais. Donc, c'est pourquoi parfois on dit souvent la fourmi est l'ennemi de l'éléphant. Ah, c'est comme l'aurait raconté, on l'aurait dit dans des contes, hein, c'est que pour les hommes aussi, les hommes petits tâches, qu'un moustique, enfin là-bas, on le laisse partir, on ne le voit pas là. Donc, actuellement, même les ouvertures qu'il a créées, c'est pourquoi je dis que c'est un grand aménagiste. Même son milieu, il crée les conditions pour qu'il n'ait pas des attaques. Donc, quand il fait ces ouvertures, ça diminue le taux de fourmis. Bien vu, ça joue sur la diversité des fourmis, mais ça diminue le taux de fourmis, les fourmis moyennes, tout ça, qui sont au niveau des réserves. Alors, souvent, allez-y, Ricardo. Merci. Est-ce que l'éléphant peut mourir facilement? L'éléphant, quand l'éléphant tombe rarement malade. Rarement. L'éléphant, s'il n'y a pas de menace, l'éléphant meurt naturellement. Sauf s'il y a menace. En cas de menace que l'éléphant... La menace, c'est l'homme. La menace, c'est l'homme. La menace, c'est l'homme pour l'éléphant. Pour les deux raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, ça de la chasse et surtout l'occupation de son territoire. Parce que l'éléphant a besoin de territoires très vastes. Justement, je veux parler de ce territoire. C'est vrai qu'on a parlé il y a longtemps de l'espace que occupe chaque animal. On a dit par exemple que le lion, du moins, ce n'est pas la cité des animaux, qui peuvent occuper un espace, par exemple, toute la ville de Cotonou, comme leur territoire. L'éléphant, c'est combien la superficie? Bon, l'éléphant environ, c'est des estimations. Bon, on n'a pas fait des sondages, c'est selon la littérature et les collègues scientifiques qui ont travaillé. J'ai estimé à peu près qu'un éléphant a besoin de 100 km². 5 km². Voilà. Domaine vital d'un éléphant. Ce sont des animaux souvent qui se déplacent en Voilà. Bah, ils se déplacent. D'abord, ils se déplacent. Ils ne sont pas des sédentaires. Oui. Donc, c'est des espèces en marchant seul. L'éléphant est déjà à 14 km à l'heure. En marchant. En marchant. Oui. Donc, avec son poids, on n'imagine pas. Il est déjà à 14 km à l'heure. Et donc, s'il va courir, donc, il est à 60-70 km à l'heure. Donc, il bouge beaucoup. Oui. C'est une espèce qui bouge beaucoup. C'est pourquoi on l'a classé dans les espèces migratrices. Donc, à partir de là, donc même les 100 km qu'on a estimés par individu, ça c'est un domaine vital pour un individu. Donc, on doit pouvoir, si on a les éléphants... Votre thèse à travers... Enfin, vous avez beaucoup travaillé sur le Pendjari. Ça veut dire que W, là, le problème se pose. Ça veut dire que là-bas, les éléphants sont menacés. Oui, nous avons commencé nos premières recherches sur les éléphants par le W Bénin, spécialement Alpha Quara. Oui. Donc, on a fait beaucoup de suivi des éléphants. Avant de revenir à la Pendjari, de choisir notre thème sur la Pendjari parce qu'on y était pendant beaucoup d'années. L'éléphant, au fait, c'est les mêmes menaces. Il n'y a pas deux. Aujourd'hui, ça dit qu'il ne faut pas qu'on cherche loin. C'est l'homme et l'homme pour deux motifs. La terre, à la recherche de la terre et à la recherche peut-être de l'ivoire. Sinon, l'éléphant, dans le W que dans la Pendjari, c'est le même statut. Dans l'Afrique, toute l'Afrique, c'est le même statut. C'est pourquoi d'ailleurs, c'est ça, c'est à cause de ces menaces-là que l'éléphant, et puis ça a été, son nombre a chuté sérieusement. Et là, les instances comme l'Union mondiale pour la conservation de la nature, l'a classé comme vulnérable. Donc ça dit que c'est menacé. Donc si on ne surveille pas, que ça peut disparaître. Et si vous imaginez si ça disparaît, ce que ça va causer. Ça, c'est ça compte tenu de son rôle, le rôle très important qu'il joue dans la dynamique des écosystèmes de savane. Vous avez dit à l'entame de cet entretien qu'on en a jusqu'à 1700 têtes aujourd'hui. Alors, à quel moment les éléphants mettent bas? C'est par an? Chaque 2 ans? L'éléphant, c'est tous les 2 ans. Tous les 2 ans? Tous les 2 ans. C'est tous les 2 ans qu'il naît un petit. Et là, donc, le prochain petit, disons 4 ans. Donc, c'est seulement un petit que l'éléphant peut faire? Un petit, il n'y a pas de... Pas deux? Voilà, c'est un seul petit. Il n'y a pas de jumeaux chez les éléphants? Non, jusque-là, on n'a pas observé. Et déjà, à la naissance, l'éléphanto est à 90 kg, entre 90 et 100 kg à la naissance. Vous imaginez? C'est déjà... Donc, il faut attendre encore, après cette naissance, après les 22 mois de naissance, il faut attendre encore 22 pour avoir encore... Donc, tu as un éléphant pratiquement tous les 4 ans. Pourquoi il insiste même sur les jumelaires? C'est pour voir non, mais je veux dire, pour avoir sa fluctuation. Une plus grande population, justement. Oui, voilà, c'est tout. D'accord. Allez. Alors, M. Théo, on me dit que le temps est déjà fini et qu'on doit quitter ce plateau parce qu'il y a le bulletin d'information qui doit passer avec Awa Sherif. Ah, ben, vous l'avez fait à notre place. C'est déjà